Organisateur de soirées, agent de joueurs, manager pour des artistes tels que Booba ou encore Matthew Stone. Difficile de mettre une casquette, une étiquette ou de rentrer Mathéos et Edmond dans une case. Mais à travers cette interview, on va en découvrir un peu plus sur leur parcours. D'ailleurs, c'est ma première question. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, moi c'est mon cas, je vous rencontre pour la première fois, on dit mais tu fais quoi dans la vie? Et c'est ça la première question que j'ai envie de vous poser. Si on vous pose la question tu fais quoi dans la vie, vous répondez quoi? Honneur à l'ancien. Moi, ça dépend de mon auditoire, en vrai. Parce que moi, j'ai une particularité qui est bizarre chez les gens, c'est qu'il y a des gens, ils mentent en augmentant ce qu'ils font. Moi, je diminue ce que je fais. Tu vois? Parce que ça, c'est un truc typiquement français. C'est-à-dire qu'en France, si tu fais plein de choses, eux, ils partent du principe que tu t'es éparpillé et que tu fais mal les choses. Tu comprends? Ouais, je vois. En France, on a besoin de spécialistes et pas de ils ont besoin de généralistes. te mettre dans une case. Ça, c'est la France. Tu comprends? Donc moi, si je parle avec un mec où je suis un business sur, par exemple, l'événementiel, bah, je ne vais pas lui dire que je fais d'autres trucs. On va parler du rendez-vous. Tu comprends, je veux dire? Si je parle avec un mec où je suis dans le bâtiment, je ne vais pas lui dire que je fais ça. Tu comprends, je veux dire? Ok. Et alors qu'au State, et c'est même pas au State, parce que en France, selon moi, existe cette grosse hypocrisie. Parce que quand tu prends par exemple LVMH, ça veut dire Louis Vuitton, Mouette, Hennessy. Ils font donc de la maroquinerie, ils font de l'alcool, ils font de la mode, ils font machin. Mais ils vont te dire à toi, le pauvre, fais un truc, mais fais-le bien. Tu comprends? Pareil pour Bettencourt. Ils ont un conglomérat de sociétés de ouf. Toutes les grandes fortunes françaises sont diversifiées. Tu comprends, je veux dire? Mais ils vont te dire au peuple, fais une chose, mais fais-la bien. Fais-la bien. Tu sais, ils t'apprennent à être des moutons. Tu comprends? Donc, quand toi, tu commences à être entrepreneur, tu vois, je veux dire, Edmond, c'est la même chose. Tu vois, nous, en réalité, l'événementiel et tout ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais on sait bien qu'en dessous, il y a beaucoup plus. Tu vois, lui, il est multi-entrepreneur, multi-casquette, il fait un tas de trucs, que ce soit en Afrique, il est au Maroc, il est partout, tout ça. Mais sauf qu'en fait, voilà, c'est que, en tout cas, moi, quand on me demande, ça dépend qui me demande. Tu vois? Mais de manière générale, je dis que je suis un serial entrepreneur et que je bosse à mon compte dans plusieurs secteurs d'activité. Et je me résume à ça. Après, quand les gens veulent creuser, après, ça dépend. Ils viennent fouiller. Ouais, C'est pas mal le céréal entrepreneur. Ouais, c'est ce que je dis, moi. Et du coup, tu partages cette réponse toi Edmond, est-ce que tu te définis? Ouais, en gros, il a résumé parfaitement. C'est que aujourd'hui, on est parti d'un point d'ancrage quand même qui est l'événementiel, qui est notre point fort. Et tout ce qui gravitait autour, on a su faire quelque chose à côté. Mais comme il disait, la partie visible reste quand même l'événementiel, tu vois. Mais en dehors de ça, on fait pas mal de choses. Et c'est vrai que des fois, quand tu dis que tu es multifonction, tu es polyvalent, quoi qu'est-ce, on te dit souvent, on ne peut pas être à 100% partout. Mais lorsque ce sont des activités qui se relient, qui ont un point d'ancrage, on peut donner 100%. Exactement. C'est ça en fait. Mais si je dois répondre, je dirais oui, je suis dans l'événementiel. C'est ce que je sais faire. Et pourtant, je n'étais pas destiné à ça. Mais à cause ou grâce à Mathéos, entre guillemets, Steve, qu'on passe le bonjour, Ouais, grave. JL, voilà. Non, JL, il est arrivé après toi. Ouais, JL est arrivé après moi. C'est Steve. Mathéos, déjà, c'était le point d'ancrage. Ouais. Moi, j'ai fondé le concept de trucs qu'on faisait avec Steve, un frère à nous, et avec qui était à l'école, avec moi notamment. Et du coup, c'est avec lui que j'ai commencé à faire les soirées, etc. On va creuser ça un peu plus. Ouais. Vous êtes tous les deux du Sénégal, on va pas remonter aussi loin. Ouais. Mais là, vous m'avez parlé de ce que vous faisiez de manière globale. Vous n'avez pas envie de vous mettre dans une case, mais plutôt de voir les choses de manière On généraliste. serait à l'étroit, tu vois pas comment on est balèze. C'est Moi, il n'y pas a faux. aucune case dans laquelle je rentre, mec. Mais du coup, Je suis là trop où vous grand. en êtes actuellement, Ouais. comment vous en êtes arrivé là? Tu vois, là, je te pose la question, toi d'abord, Mathéos. Comment t'en es arrivé là? Tu vois, si on remonte un petit peu plus loin. En vrai, c'est comme lui, hein. Moi, j'étais pas destiné à ça, en vrai. C'est que moi, j'ai fait des études assez longues et tout. J'ai bac plus 5, moi, tu vois. Ok. Est-ce que tu crois au destin? Mais bien sûr, bien évidemment. Mais bien évidemment. Je crois qu'à ça, même. En vrai. C'est que, en réalité, le destin ne fait pas tout. Toi, tu dois faire les efforts pour tendre à ce qui t'est destiné. Tu vois, le destin, il ne va pas venir te chercher dans ton lit et te dire hey, lève-toi, faire du genre. Ou hey, lève-toi, va à l'école. Ou hey, lève-toi, va chercher du travail. Tu comprends?
C'est toi qui... Mais après, donc, je pense que la destinée, c'est ce que Dieu a écrit pour toi. Ça, moi, par exemple, si je te raconte, bon, on n'aura pas le temps de te raconter tous les détails, mais moi, j'ai des trucs dans ma vie que j'ai fait. Par exemple, moi, je bossais avec Tony Parker, tu te rappelles? Je bossais avec Tony Parker. C'est un truc qui me parle, ça. Tu vois, je veux dire, à l'époque de Eva Longoria elle portait mon fils, elle était copine avec la mère de mon fils. J'allais au All-Star Game, finale NBA, quand ils ont gagné, je suis au premier rang, la balle, elle vient sur moi, je la rends à Tim Duncan, tu vois, je veux dire. Et au final, ça a bugué. Parce qu'en fait, il y a eu des histoires avec, à l'époque, bon, enfin bref, internes, tu vois. Et du coup, c'est des trucs, t'es dedans. C'est-à-dire que moi, j'étais à San Antonio tout le temps, et du coup, moi, j'avais même vu ma vie changer, quoi, tu vois, je veux dire. Et au final, ça s'est pas passé. Le bout de la course, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et ça, moi, pour moi, c'est la destinée. C'est qu'il y a des trucs, c'est écrit. Soit c'est pour toi, soit c'est pas pour toi. Des fois, tu le sens, tu le vois, tu le touches. Et au final, C'était pas pour toi. c'était pas pour toi. Et des fois, il y a des trucs, bah, t'as pas choisi, et ça vient. Et que tu dis, ah putain, bah mortel, tu vois. Parce que ce que lui, Edmond, il est arrivé avec nous quand on était déjà dans les soirées un peu hype et tout ça, machin. Mais à la base des bases, pour l'histoire, peu de gens la connaissent, tu vois. Mais je fais un big up à Jacques Bocco, Jacques des Bains-Douches. C'est grâce à lui ou à cause de lui que je me suis mis à faire des soirées. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais le manager de Booba, tu vois. Et du coup, on avait fait un titre avec Ekon, qui est lui aussi sénégalais. Et donc, il était venu, on s'était vu, on était sortis un peu. Et un jour, il devait revenir en France dans la période de son anniversaire, tu vois. Et en fait, quand il est venu, il nous a dit, ouais, il faut qu'on trouve une ambiance comme ça. Et lui, il était prêt à faire un showcase pour comme ça, on fait une fête et on prend de l'argent, tu vois. Tu sais, les Américains, ils veulent multiplier, tu connais. Et du coup, moi, à l'époque, le mec qui était en place dans les soirées, c'était Jacques. Il faisait les soirées au Man Ray, tu te rappelles? Il faisait des grosses soirées et tout. Et justement, avec des footballeurs, des artistes, machin, tout le monde allait là-bas. Même moi, j'y allais en tant que client, tu vois. Et le gars, je lui parle et j'échange avec lui. En fait, il me prend un peu de haut. Alors qu'on se connaissait, mais il me prend de haut parce que ce que j'ai capté après, quand moi je me suis contrarié en vrai, c'est qu'il voulait avoir l'aval sur moi pour les négociations. Donc il a fait style, il ne connaissait pas le mec, il ne savait pas qui c'était. Et Econ, ça a commencé, mais c'était déjà une star aux États-Unis, tu vois. Et du coup, moi, je me suis contrarié, je suis parti. Et j'ai dit à Steve, en fait, lui, il frime comme ça parce qu'il fait des soirées. Quoi, il croit que les soirées, c'est un truc de ouf. Je dis, vas-y, viens, on fait les soirées. Et on a fait les soirées. Et dès la première, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Insta, il n'y avait rien de tout ça. Et du coup, moi, j'étais dans la musique déjà depuis longtemps, machin, donc avec mon téléphone, j'ai rempli une résoie où il n'y avait que des stars, que des mecs, vas-y. Et du coup, à la base, moi, dans mon concept, je voulais faire une résoie où j'amène les gens du milieu pour mutualiser les compétences, les réseaux. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des stars. Moi, par exemple, il y avait des compositeurs, il y avait des caméramans, il y avait des graphistes, il y avait des ingénieurs, tu vois, vraiment. C'est-à-dire c'était un truc où tout le monde arrivait avec sa carte de visite. Ah, toi, tu es sur un album, tu cherches des instrus. Ah, lui, il fait des instrus. Ah, toi, tu cherches un mec qui fait des clips. Ah, lui, il fait des clips. Ah, tu cherches un mec pour enregistrer ton album. Lui, il fait. Donc, c'était comme ça. Mais sauf qu'aussi, il y avait des artistes. Et il y avait des acteurs. Et moi, je suis pote, regarde, demande-lui. Vincent Cassel, c'est un ami intime à moi. Il venait tout le temps. Tous les footeux, tout le monde est venu dans les soirées qu'on a fait, tu vois. Et du coup, mais même à la première, c'était déjà un truc de fou, en fait, tu vois. Pour les gens normaux, parce que c'était des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans la rue. Ouais, mais sauf que moi, c'est des gens que je côtoie normalement. Alors qu'il n'y avait pas la facilité des réseaux. Il n'y avait rien, c'était moi et mon portable. J'ai appelé lui, je dis, hey, je fais une soirée, t'es chaud, tu viens, c'est tel endroit. Je fais une soirée, t'es chaud, tu viens, tel endroit. Je fais une soirée, t'es chaud, tu viens. Et c'est comme ça que les mecs sont venus et que la réseau sans aucune communication. Parce que, devant lui, on n'a jamais fait un flyer. Ouais. Un flyer papier. C'était de la communication virale. Hein. Voilà. On a fait après, parce qu'après, Facebook a existé sur la fin. Et puis, on a même commencé à l'époque des BBM. Ouais, exactement, les BBM. Il y avait aussi MySpace. Ouais, tu te rappelles MySpace, ok. Ouais, il y avait MySpace à l'époque, tu vois. Et voilà, ça date parce que c'était genre dans les débuts des années 2000. Mais tu vois, la première soirée, c'est la toute première, les gens ils vous font confiance. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que c'était moi. En fait, moi, comme on se disait hors caméra tout à l'heure, moi je viens de Normandie. Vas-y, je suis arrivé à Paris, j'avais pas de piston. Comme lui, il le dit si bien, et c'est en toute humilité. Parce que lui-même, c'est vrai que moi, je lui ai mis le pied à l'étrier, mais après, lui-même, il a galopé sur son cheval. Il a fait son chemin. Mais c'est important et honorable de sa part de reconnaître que c'est grâce à toi. Il y en a, tu connais, ils oublient. Une fois qu'ils sont partis, ils ne se rappellent pas que c'est grâce à ce mec-là. Tu vois, je veux dire.
Alors qu'en fait, c'est comme si, tu vois, je dis pas que je suis son daron, mais tu sais que ton daron, même si tu l'as, après tu le vois pas, mais s'il est pas là, t'es pas né. Tu comprends? Oui, c'est sûr. Donc voilà, lui, il le reconnaît. Et du coup, moi, au début, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a enquillé comme moi j'ai fait avec lui. Mais sauf que très vite, moi, j'étais un peu dur, tu sais, voyou, des bagarres, des machins. Donc mon nom, il est vite monté dans Paris. Puis après, je faisais de la sécurité, moi. Tu vois, j'étais garde du corps de Joe Star à l'époque d'NTM, tu vois. Et du coup, de la sécurité, les machins, je suis arrivé dans la musique et j'ai commencé à manager des artistes. Et il y a eu Booba, il y a eu Matt Houston, il y a eu Cost, il y a eu plein d'artistes avec qui j'ai bossé. Et du coup, une fois que moi, je commence à faire des soirées, je suis déjà connu. Tu veux dire, moi, je suis pas un artiste, mais les gens me connaissent. Donc, quand moi, je prends mon portable, les gens, juste au coup de fil, ils disent Matt, il va pas nous amener dans un problème en galère. Donc, ils viennent direct. Tu vois, j'ai pas eu à les supplier. Et encore, demande à Edmond, c'est nous qui avons commencé à faire payer les footballeurs. Parce que avant nous, les footballeurs, quand ils sortaient, comme les gars, pour les attirer, ils leur disaient ouais, viens, je te mets une table. Oui, ils étaient invités en guest. Ils étaient invités en guest. Donc, ils avaient tout qui était offert, tout ça. Et nous, en fait, quand ils venaient dans nos soirées, c'était on va les aider. C'était en union avec nous, en fait. C'était nous aider, ouais, c'est un grand mot, mais... Non, mais c'est pas nous aider, parce qu'au début, je pense que ça a dû leur faire un choc, quand même. Ça leur a fait un choc. Parce qu'ils avaient l'habitude d'arriver et de ne pas payer. Parce que le truc, c'est qu'il y a Ils étaient chouchoutés, quoi. Il y a plein de footeux qui boivent même pas. Tu vois, il y en a, ils prennent des bouteilles, tout ça, c'est pour les meufs. C'est eux qui payaient le plus. Ceux qui payent le plus, tu vois. Quand même, on a su leur donner ce qu'ils aimaient. Exactement, exactement. Donc, en fait, c'était the place to be. Exactement. C'est-à-dire, si tu n'es pas là, tu es nulle part ailleurs. Ouais, exactement. Et donc, comme tu ne voulais pas qu'on te raconte là, ça se vivait. On savait jouer de ça. Au niveau de la communication, on était très, très fort quand même parce que chacun avait un certain domaine de compétences. Ouais. Tu vois, lui, il attaquait, Matt, il attaquait tout ce qui était la musique, les chanteurs. Il était dans le cinéma aussi, les acteurs, tout ça. J'ai amené tout ce qui était footballeur. Steve, il était très concentré sur tout ce qui était les mannequins, et la communication, il était très fort aussi. Donc, c'était un cocktail, en fait, qui faisait que ça pouvait que prendre. Okay. Avec du travail, de l'abnégation, c'était obligé que ça passe. J'ai envie de comprendre, tu vois, toi, Edmond aussi, comment t'en es arrivé là. Tu vois, tu nous parles beaucoup, Mathéo, ça dit justement qu'il t'a tendu la main à un moment donné, ou peut-être vous allez me raconter un peu plus cette histoire. Parce qu'à la base, moi, dis-moi. je suis de Bordeaux. Ouais. Je suis de Bordeaux, j'ai vu ma petite vie tranquille à Bordeaux. D'étudiant, je suis à la fac. Tout se passe bien pour moi là-bas. J'ai une opportunité, comme tous les étudiants, de travailler pour payer mes études. Donc, je me suis retrouvé dans une boîte de nuit. Je travaillais, j'étais dans la sécu au début, j'étais dans tout. Et petit à petit, mon nom, il commençait à monter à Bordeaux. C'était les gens, c'était si tu veux voir les joueurs, il faut aller dans les soirées à Edmond. Donc, l'associé, le frère qu'on a en commun, Steve, il vient à Bordeaux parce que c'est un fanatique de Bordeaux. Il vient voir un match avec un ami à nous qui s'appelle Sadia à Bordeaux. Donc, ils viennent. Moi, à l'époque, je vis avec Jean-Claude Darcheville. C'est un joueur de Ligue 1. Ouais, je connais. Ah, tu connais. Je les reçois. En fait, je vais les chercher. Donc, on est garé au parking des footballeurs. On est assis à côté du président. À la fin du match, je les descends. C'était Bordeaux-Monaco. Monaco, ils étaient qualifiés pour la finale Ligue des Champions. Quand c'était l'époque de Deschamps, avec les Julie, tout ça, Chabani Nonda, tout ça, qui étaient des amis. Moi, j'étais déjà bien implanté dans le milieu du football. Et donc, quand je l'ai fait passer cette soirée, d'ailleurs, c'est lui qui m'a surnommé le maire. Le maire, ouais. Il m'a dit, mais t'es le maire de cette ville, en fait. Et de là, il est rentré, il en a parlé à Matt. Matt, c'est un Sénégalais manjac comme moi. Ils m'ont appelé, écoute, on fait des soirées, ça se passe comme ça, comme ça. Ça serait bien que tu viennes te joindre à nous. Et je monte, je ne sais pas si tu te rappelles. La première qu'on fait, que je fais avec eux, c'est mon anniversaire. Donc, et j'arrive à tirer toute la génération 77 à l'époque. Les Thierry Henry, Evra, Vieira, tout ça, ils sont tous venus. C'était aux planches. Ouais, je me rappelle. C'était aux planches. Et ça s'est super bien passé. Donc, je suis rentré à Bordeaux. Ils m'ont rappelé le mois suivant. En fait, ils faisaient une soirée tous les mois. Donc, de fil en aiguille, je suis monté 2, 3, 4 fois. Ils m'ont dit, je leur ai dit, les gars, je commence à prendre goût là. Ils m'ont dit, écoute, tu vas venir, tu vas t'associer avec nous.
Mathéo aussi me dit ça, il me dit tu fais quoi à Bordeaux? J'ai dit écoute, moi je finis mes études, là je suis à la fac, moi je devais être en licence AES, tout ça. Et donc je finis, je monte à Paris, je rejoins l'équipe. Et donc après l'aventure commence. Ok. Donc quand je suis arrivé, j'étais déjà pris en main. Bon, Paris, ça. Je connaissais un petit peu parce que j'ai de la famille ici à Paris. Mais je ne connaissais pas Paris, les sous-sols de Paris, quoi. Tu vois, tu as parlé d'associé. Avant de devenir associé, il y a eu un laps de temps. Et moi, la question que j'ai envie de te poser à toi, Mathéo, c'est est-ce que tu testais un peu Edmond? Est-ce que tu voulais voir ce qu'il valait avant? Non, mais parce que très vite, on a vu. C'est-à-dire que, en réalité, il a cette qualité-là, d'être sociable, d'être machin. Donc en réalité, à la base, il avait eu d'abord les footeux de Bordeaux parce que c'est sa ville. Mais très vite, en fait, parce que tu sais, quand tu es proche d'un footeux, et bah, quand il y a les rencontres, tu vois les joueurs d'en face. Et au final, ça, c'est l'histoire de. Par exemple, un truc que moi, j'ai moins que lui, tu vois. Parce que moi, je suis un peu sauvage. Puis je parle pas avec tout le monde, en vrai. Je veux dire, lui, il est sociable. Moi, c'est par la force des choses, mon métier qui est la musique, etc., que je suis devenu un peu plus sociable. Mais à la base, moi, en réalité, tu vois, tu te rappelles, moi, les mecs, les footeux, ils voulaient tous être mes potes, mais moi, je les calculais pas. Tu veux dire? Et voilà, donc du coup, lui, très vite, il a montré. C'est pour ça, c'est moi qui ai dit que... Parce qu'au début, le feat qu'on a fait, c'est que lui, il nous ramenait des joueurs et on le rétrocédait par rapport aux tables qu'il faisait. Ouais. Je veux dire, c'était ça le truc. Mais à la fin, en fait, il était tellement impliqué, tellement important même dans notre process, que moi, en tant que refrain, parce que c'est toujours l'histoire de bienveillance et de confiance, j'ai dit, mais viens. Et il est venu carrément dans la team pour de vrai. Tu comprends, je veux dire, ouais. Voilà, c'est juste ça. C'est que moi, je suis comme ça. Moi, j'ai une devise. Et c'est pour ça que je fais un tas de trucs. Parce que lui, comme il disait, il est dans plein de secteurs d'activité qui sont un peu liés les uns avec les autres. Moi, je suis dans plein de trucs qui n'ont rien à voir. Genre, je suis dans le bâtiment. Je suis dans les nouvelles technologies. Je suis en Afrique dans l'agriculture. Je suis dans le... Tu vois, je suis dans plein de trucs qui ne sont pas liés du tout avec mon cœur business, qui est un peu le divertissement, tu vois. Mais sauf que j'ai une devise. Je préfère un pourcentage d'un gros gâteau que 100% de rien du tout. Tu comprends, c'est-à-dire qu'en fait, lui, clairement, il a amené une valeur ajoutée. Tu vois, il n'est pas venu parce qu'on est tous sénégalais, qu'on est tous mandjak et que j'ai dit viens, machin. Parce qu'en réalité, clairement, quand il vient, c'est pour diviser le gâteau encore. Tu comprends? Mais sauf que quand il vient, il fait grossir le gâteau, donc c'est normal qu'il prenne sa part. Tu comprends? C'est juste une histoire de valeur ajoutée. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque, c'est vrai que des fois, t'enquilles des mecs dans des business, ils n'ont pas de réelle plus-value et au final, tu leur donnes une part. Non, ça, non. C'est-à-dire que quand tu ramènes une plus-value, ta part, tu la mérites. C'est tout. Tu vois. Moi, en tout cas, c'est mon état d'esprit. Tu vois, il y a des gens, par exemple, ils auraient peut-être eu un autre truc. Genre, ils auraient exploité le gars, un peu essoré le gars, pris ses contacts. Parce que c'est comme ça que les gens ils font. Toi, tu arrives, tu présentes les gens, les viens passent derrière toi, ils prennent les contacts dans ton dos, et après, ils passent tout droit par les gars. Tu vois, dire? Ouais. Voilà. Alors que lui, en fait, même les footeux que moi, j'ai fini par connaître, c'était toujours par lui que ça passait parce qu'on gardait un certain schéma, tu vois, pour que... Tu comprends? Voilà, c'est comme ça. Tout à l'heure, tu vois, quand on parlait un petit peu des soirées, Ouais. tu me disais que il y avait l'aspect soirée, mais il y avait aussi l'aspect connexion. L'artiste peut rencontrer un beatmaker, un vidéaste. Ouais, mais non, Et ça c'était au début. Au début, ça servait à ça. là, justement, j'ai envie que tu me parles un peu des soirées, que vous me parlez un peu des soirées, et comment ça se passe, ça consiste en quoi? Les soirées, en fait, c'était... on voulait créer un truc qui n'existait pas déjà. Exactement, ouais. En France, c'est pour ça que les premières, quand on a commencé, on appelait la soirée The Party Most Wanted. Ouais. Tu vois? Et donc, il fallait amener quelque chose qui n'existait pas. Ouais. Parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient en place et qui faisaient très très mal à Paris. Ouais. Donc nous, déjà, on a choisi un créneau qui n'était pas évident, c'était dimanche Le soir. dimanche soir, ouais. C'était le dimanche soir. Et le dimanche soir, pourquoi? En même temps, c'est le jour de repos des joueurs. Les joueurs, ouais. Donc, qui dit joueurs, et en fait, dans ces soirées-là, le but aussi, dans ce qu'ils ont fait au début, le footballeur pouvait rencontrer un mec comme Booba. Le footballeur, il pouvait rencontrer un mec comme Vincent Cassel. Tu vois? Vincent Cassel peut dire... tu vois? Entre eux, en fait, on se rend compte que le footballeur peut aimer l'acteur, que l'acteur peut aimer Footballeur, ouais, tu vois, c'est le ça. footballeur. Tous ces noms-là, ils sont réunis au même endroit. Voilà. exactement. Et tout ça,
Mais autour d'une chose, notre force, c'était ça en fait. On partait de ça, de notre peau, de cette fierté aussi, de pouvoir appeler les gens de notre communauté, mais sachant qu'on était très, très, très ouvert. C'était un melting pot. Ouais, il y avait tout. C'était vraiment... Et même le fils de Sarkozy venait, Sarkozy, les machins. il venait, il était avec nous, il se mélangeait. Il y avait tout le monde, tout le monde, toutes les origines. Tu pouvais être du 16e, 8e, 17e, 95, 94. C'était la bonne humeur, c'était la fête. Bon, c'était pas ouvert à tout le monde, hein, c'était un peu select. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il a rebondi sur ça parce qu'il a dit que c'était le côté de notre communauté, qu'on est black. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, voilà, à nos endroits, là, dans nos soirées, le nombre de guests, de people qu'il y avait ça nulle part ailleurs. Et les autres mecs, c'est pour ça même des fois on s'engueulait avec certains footeux, des fois, parce que les footeux, des fois, quand ils allaient au VIP, ils allaient y aller à 2, et quand ils venaient chez nous, ils essayaient de venir à 10. Parce que quand ils venaient avec nous, ils venaient avec leurs potes du quartier. Alors que quand ils vont dans les soirées chic, ils n'allaient pas avec leurs potes du quartier. Parce qu'ils savaient que tu vas au VIP, c'est 2 gars, 3 meufs, stop. Tout simplement. Tu veux dire, parce que si tu ne vas pas arriver dans une boîte à 10 ou à 8 gars, personne ne fait ça. Mais nous, ils se permettaient. Et donc, comme là, il y en a, c'était des proches et tout, on acceptait tout ça. Mais des fois, c'était relou parce que, tu sais, c'était un peu... Déjà, les boîtes, elles ne sont pas élastiques. Nous, on avait un plan de table, on avait un machin, on savait qu'on pouvait accueillir un certain nombre. Et comme il disait tout à l'heure hors caméra par rapport au truc, c'est qu'on était toujours dans on voulait qu'il y ait plus de filles que de gars. Tu vois, c'était notre marque de fabrique, ça aussi. Tu vois, c'est-à-dire, c'était pas une soirée coupe-gorge, les meufs, elles arrivaient. Ça veut dire que même s'il y avait un gars qui draguait chacune des go qu'il y avait, ben, il y avait encore beaucoup plus de go qui restaient. Tu comprends? Et du coup, ça, c'était un truc aussi. Et on faisait aussi pareil, des open bar pour les meufs. C'est-à-dire que les mecs, même les premiers clients gars qui arrivaient, ils voyaient avec que des meufs. Et c'était des meufs qui savaient que c'était people, que c'était machin. Par exemple, il y a même un jour, tu sais ce qu'on m'a dit? Un jour, il y a une meuf, elle m'a dit que c'est moi qui a créé les michetonneuses. Qu'avec mes soirées de footballeurs, là, c'est moi qui ai créé ce truc-là. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'en fait, nous, c'est vrai qu'avant, nous, on a mis les footeux un peu sur un piédestal. C'est pour ça que nos soirées se sont appelées après les soirées footeux. Parce qu'à la base, c'était pas ça. Mais sauf que quand tu es l'arrière de Saint-Etienne, personne ne te connaît. Mais tu as un mec, peut-être tu prends, vas-y, 100 000 euros par mois, mais personne ne te connaît. Et même une meuf qui est un peu vénale, qui veut un mec qui a des sous, elle te voit, elle ne te connaît pas. Elle sait pas reconnaître les grosses montres, elle sait pas reconnaître machin. Donc en fait, nous, on a fait un peu le projecteur sur les mecs pour montrer que voilà les footeux. Et du coup, ils ont eu la cote, les footeux. Parce que toi qui es basketteur, au temps d'avant, c'était les basketteurs qui avaient la cote, mec. Ouais. Les footeux, ils ont eu la cote avec nous. On a mis la lumière. C'est nous qui avons mis la lumière sur les footeux. Les footeux, ils n'avaient pas trop la cote. Parce que le footeux, tu as vu, il y en a plein, tu les vois, ils font 1m70, machin. Même moi, par exemple, il parle de Darcheville. Moi, Darcheville, c'est grâce à lui que je l'ai connu. Mais quand moi, je le voyais à la télé, je croyais que c'était un morche de ouf. Il est balèze, hein. Tu sais, il avait des grosses cuisses, tout ça, mais il était petit. Ouais. Tu comprends dire? Enfin, il est pas mort, il est petit. Ouais. Tu comprends dire? C'est-à-dire que la télé, quand tu vois les mecs à la télé, t'as l'impression que tu les vois en face de toi. Quand tu les vois en face de toi, tu fais bah oh, mais là, il est tout petit lui. Tu vois? Et du coup, alors que les basketteurs à l'époque, moi qui jouais au basket, tu sais, les mecs qui font des 2 mètres, des machins, ils ont des maillots de basket, des Jordan, des machins, c'était looké quoi. Ils attiraient l'œil. Ils attiraient l'œil. À l'époque, c'était les basketteurs. Alors que les basketteurs ne faisaient pas énormément d'argent en France. Ouais. Mais les gens qui avaient la cote, pour les meufs en tout cas, c'était les basketteurs. Et c'est venu après. Les footeux, c'est venu notamment avec nous. Okay. On a mis une grosse lumière sur eux. Ouais. On a voulu rendre nos soirées classe, chic, tu vois, ghetto chic, si tu veux, en créant des nouveautés encore à Paris. Ouais. On a mis en place un système de bracelets. Ouais. C'est-à-dire pour forcer la main aux gens. Tu vois, pour pas qu'ils se présentent devant la boîte, parce que si tu as un gros joueur qui arrive, il est avec ses 10 potes, tu n'es pas embêté de le recaler. Donc, c'était quoi? C'était uniquement sur réservation. Nombre de bracelets, et tu payais à l'avance ta table. Ouais. Et ça, mais avant tout ça même, tu vois, avant tout ça, c'est que pourquoi ça s'appelait Party Most Wanted? C'est parce que quand littéralement tu traduis, c'était la soirée la plus recherchée. Parce que avant minuit, personne ne savait où ça serait. Tu captes ce que je veux dire? Ça veut dire que même notre personnel, les serveurs, les DJ, les machins, personne ne savait à l'avance où la soirée allait se passer. Ça veut dire que même notre personnel, les serveurs, les DJ, les machins, personne ne savait à l'avance où la soirée allait se passer. Est-ce que ça, c'est un côté pratique ou c'est vraiment pour faire monter la hype? Non, c'était pour monter la hype, mais moi, c'est moi qui ai créé ce truc-là. C'est parce que c'était pour qu'on esquive les relous.
Tu vois, parce qu'en fait, la soirée, à un moment, ça a tellement pris. C'est pour ça même les bracelets. On a même fait carte de membre. Tu te rappelles? Carte de membre. Bracelet. On vendait carte des de cartes membre, de membre. mot de passe. Ouais. Tu vois, dire? Parce qu'en fait, il y avait des trucs qui étaient. En fait, la soirée était Il y avait tellement trop de fous. extraordinaire. Il y C'était avait la trop. seule soirée où tu pouvais rencontrer, comme je t'ai dit, toutes ces personnes. Ouais. Et du Toutes coup. ces stars, c'était dans cette soirée. On faisait une fois par mois. Ouais, une fois par mois. Ouais. Donc, c'est une fois par mois-là, moi, ça me faisait rire à l'époque parce que j'avais des clients, ce jour-là, ils allaient acheter des nouveaux habits, ils allaient louer des grosses voitures. Tu vois ce que je veux te dire? Et à croire qu'ils allaient rentrer dans la boîte avec la voiture. Ouais, grave. Tu vois, on a fait des soirées où on coupait la rue en Exactement. plein Champs-Élysées, hein, Ouais. une des rues perpendiculaires, tout ça, parallèle. Ouais. On coupait la rue tellement Ouais, il y avait une influence c'était abusé. Et- C'était incroyable. Et comme il dit, avant nous, il y avait des mecs qui étaient en place dans la résoie. Et bah, quand nous, on arrivait, on les a même pas éteints, parce que pour la plupart, on les connaissait. Mais ils nous demandaient, hey, c'est quand la prochaine? Parce que Pour pas caler le même jour. Parce qu'ils savaient que le jour où que nous, on allait faire, il y a la personne. C'est comme par exemple, la première fois qu'on a fait les Oscars du foot, on rencontre les mecs de Canal+, les mecs de la Ligue, et ils veulent nous faire la soirée officielle. Et nous, dans les conditions qu'ils nous donnent, en fait, c'est open bar pour tout le monde, c'est machin. En fait, bref, c'est une soirée où on ne gagne pas d'argent. Ouais, qui allait nous coûter Qui allait nous coûter de l'argent. Donc, moi, ce jour-là, je dis non. Je refuse. Et on se concerte et tout, on dit on ne le fait pas. Mais sauf que, on dit on ne fait pas la soirée officielle, mais on fait la soirée officieuse. Donc, Jean Roch, du VIP, lui, il décide de faire la soirée officielle parce que lui, il a des sponsors, il a des machins. Il fait la soirée officielle au VIP Room. Nous, on fait la soirée officieuse au Man Ray. Et lui, en accord avec, la Ligue, les Canal+, et tout ça. La Ligue de football professionnel. Voilà, la Ligue de football professionnel et la télé. Nous, on fait notre soirée en face, au VIP, avec que les journalistes et les gens de la Ligue. Et je crois les gens de Ligue 2 qui ne nous connaissent pas, qui sont pas chauds. La vraie soirée, c'était la soirée officieuse. Qui n'avaient pas les accès, Ouais, qui n'avaient pas les venir à accès notre pour soirée. venir à notre soirée. Et du coup, le VIP Room, ce jour-là, a fermé à 2h du matin. Tu veux dire? Parce qu'en fait, les serveurs qui sont venus après, qu'on connaît, ils ont dit, mais vous les avez éteints. Il m'a dit, il n'y avait personne. Ils ont dit, il n'y avait personne, il n'y avait aucun En fait, joueur. tous les joueurs nominés, comme je m'occupais moi de la cellule football, tout ça, à l'époque, je les avais contactés déjà tous. Voilà, nous on fait ça. Et même la soirée qu'on avait fait au Man Ray, Ouais, la première, ben, d'ailleurs, Zidane, il est venu. ouais. Tu vois? Zidane, et là, on a mis Raoul, le paquet. ouais, ouais. Et Raoul, Salgado. Ronaldo, ils étaient- l'ancien. Ouais. Ronaldo, le R9. Brésilien. R9. Tu vois, et les gens, ils étaient. Je pense que c'est ce jour-là, sans prétention aucune, on s'est assis sur le toit de Paname. Ouais, grave. Vraiment. Le toit de la France. Ouais. Même. Le toit de Parce Paname, que- c'est le toit de la France. Hein. C'est le Ah, toit, ouais. on est sur la capitale. Là, on est installé maintenant en haut de la Tour Eiffel. Les gars, on se regarde, les gars, c'est que le début. C'est que le début. On veut aller encore plus haut. C'est ça, je pense, la bonne mentalité. C'est de se dire qu'une fois qu'on est en haut, on peut soit aller plus haut, soit faire en sorte direct. Pour moi, le plus facile, c'était pas de monter. On avait créé quelque chose qui faisait qu'on allait être propulsé. Mais à quelle hauteur, on ne savait pas. On ne savait pas. On ne savait pas. On subissait pas non plus les choses. Parce qu'on savait où on voulait aller. Donc, on a été au départ 3, après 4 cerveaux. 4 cerveaux qui réfléchissent, pas dans la même direction. Ça veut dire que là, on va faire du dégât. Donc, quand on s'est assis en haut de la Tour Eiffel, on s'est regardé, on a dit, les gars, là, c'est le moment de commencer à kiffer. C'est pas maintenant, là. Et on a durci encore plus C'est clair. le processus. Ouais. On est monté encore, on est monté. Et c'est vrai que là où on était, il n'y avait plus personne. Et tu vois, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler. La société qu'on avait à l'époque s'appelait Sky is the Limit. Ouais. Mais dans le dessin qu'on Ouais. le flag, Ouais, le logo. En le fait, logo, C'était le building qui le traverse building les qui traverse nuages. les nuages. Voilà, c'était Sky is the limit, c'est-à-dire le ciel est la limite. Mais notre building, il était plus haut que les nuages. Il était plus haut que les nuages, tu vois. Et voilà, après, c'était... Il n'y a pas de... On était des bosseurs quand même. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a un dicton qui dit que la chance sourit aux audacieux. Et je ne vais pas attendre d'avoir de la chance pour avoir de l'audace.
Donc je vais vous poser une petite question qui va vous mettre un petit peu dans la sauce peut-être. Et cette question-là, c'est avec toutes les soirées que vous avez fait, toutes les personnalités que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez une petite anecdote croustillante à me balancer? C'est un soir, on faisait je crois que c'est les Oscars du foot, au Man Ray, où c'était notre première soirée au Man Ray. Tu te rappelles quand on avait mis les cabines de douche pour les danseuses? Ouais, grave. Elles dansaient. Oui, il y a un autre truc qu'on faisait aussi, excuse-moi de t'interrompre, il y a un autre truc qu'on faisait, c'est qu'on avait un gros budget, comment on appelle ça? Artistique. Ouais. C'est-à-dire que nous, c'était une fête. C'était pas juste soirée, des bouteilles. Les États-Unis. On a amené un truc. Même, tu as vu quand tu vois dans les soirées, là, la lumière, la musique qui s'arrête, la chanson de Star Wars, de la Ligue des Champions. Les envois de bouteilles, c'est nous. Les envois de bouteilles, les scintillants, c'est nous. Personne n'avait fait ça avant nous. Personne. C'est-à-dire qu'on faisait des guerres de bouteilles. C'est-à-dire qu'il y avait les mecs qui étaient de telle équipe, les autres sont de telle équipe. On envoyait machin la musique là, l'autre il prend 10 bouteilles, on arrête la musique, tout le monde regarde et l'autre qui est en face, l'autre il veut 20 bouteilles. Il veut 20 bouteilles et on l'autre faisait des guerres comme ça. Les footballeurs. Ça c'est des choses qu'on voit partout maintenant, c'est des codes qu'il y a partout. Voilà. Oui. Mais ça c'est nous qui l'avons ramené. Mais après, il y en a beaucoup qui font des soirées aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'origine de ça. Ouais, non, ça c'est nous. L'origine de ça, c'est comme la gratuité des femmes. Ouais. Ça n'existait pas. Ouais, les meufs payaient. Ça n'existait pas, cette gratuité. Je l'ai amenée au Maroc, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et on savait que la valeur sûre, c'était les femmes. C'était les meufs. Si les femmes sont là, les hommes viendront. Exactement. Et les hommes vont consommer. Et en fait, si je reviens à mon anecdote, donc, comme il a dit, Sarkozy, c'était notre ami. Son fils, le fils, Pierre. Et un jour, il nous appelle, il nous dit, bon, ce soir, j'ai une grosse surprise pour vous. Il ne nous dit pas au départ. Tu te rappelles ou pas? Je me rappelle. Tu vas te rappeler tout de suite. Mais il ne nous dit pas qui il va amener. Ok, la soirée bat son plein. On est débordé. Quand je te dis débordé, en bas, on devait déjà être à 1000 personnes. Ouais. Dehors, il devait y avoir 600 personnes qui ne pouvaient pas rentrer. Donc, des fois, quand c'est la merde comme ça, c'est Matt qui monte. Tu vois, nous, les footballeurs sont là. Nous, on s'assure déjà que toutes les stars ils sont à l'intérieur. Sont à l'intérieur. On les fait passer par derrière. Il y avait une porte d'issue de secours derrière le Man Ray, parce qu'il faut savoir que c'est rue Marbeuf. D'accord? C'est rue Marbeuf. Mais la rue derrière, c'est-à-dire la rue du Pizza Pino, c'était là-bas qu'il y avait l'issue de secours. Ouais. Donc, quand un footballeur, un gros joueur, il arrivait par exemple, ce jour-là, je crois que c'est ce jour-là même que Zidane est passé, qui est à la photo, moi et Steve. Là. Ouais. On l'a fait passer par derrière. Sauf quelques-uns, on est obligé de les faire passer devant pour que les gens, depuis qui faisaient un fil d'attente, qui voient ces stars rentrer. Ça qui faisait aussi la notoriété dans notre soirée. Et Pierre, il arrive et tout ça, et il m'appelle. Je sors avec Steve. Maintenant, quand je sors avec Steve, il y a 2 Viano. Ah oui, c'était Timbaland. Timbaland et Justin. Il arrive avec 2 Viano. Ouais. Oh Pierre, c'est qui que tu nous... Matt, il est à l'intérieur. Oh, c'est quoi ça? Il me dit, amène ta sécu là. Bon, un premier gars sort du Viano, un costaud 2 mètres, je sais pas quoi, un balèze. Je dis, c'est un garde du corps. Mais il a amené qui ce mec? Un deuxième garde du corps sort. Bon, moi, mes gars de sécu, ils arrivent. Qui c'est qui sort? Timbaland. Et Justin, il y avait Justin aussi. Justin ouais, Timberlake. Il est sorti après. Ah, Timbaland sort, je panique. Matt, les gars, il faut préparer le constat. Tu vois? Et derrière, il dit, ouais, c'est pas fini. J'ai dit, comment ça? Justin Timberlake qui sort, il est accompagné de qui? Sa femme, Jessica Biel. Ouais, c'était Jessica Biel, c'est vrai. Ouais. Bon, là, je réalise le truc, mais on avait... notre force aussi, c'est qu'on avait l'habitude de voir des stars. Des stars, bah oui, ça donc, je suis resté littéralement calme. Matt, ouais, bon, il se passe ça. Ah ouais? Ok. Très réactif, boum, boum, boum. Grosse table déjà prête, bon, on les rentre. Quand ils rentrent, les gens, ils ne savent pas. Et je dis que, dans ma tête, je me dis, les gars, c'est aujourd'hui qu'ils vont nous respecter ici. Mais pour de vrai. Parce qu'il y avait les Vincent Cassel. Il y avait Samuel Le Bihan. Bah oui, Mousse Diouf, paix à son âme. Ouais, grave. C'est-à-dire, les grands frères, ils étaient... Après, j'avais ramené... Mais c'était les Oscars. J'avais ramené tous les coachs de Ligue 1, Ligue 2. Les Laurent Blanc étaient là. Et tous les joueurs, ils étaient là. Ça veut dire que c'était aujourd'hui. Il fallait que ça vienne. C'était cerise sur le gâteau. Ouais. Mais quelle cerise? Tu vois comme ce que je te dis, le destin. Parce que c'était pas un truc... Parce qu'il y a d'autres artistes, comme je vous ai raconté tout à l'heure en caméra,
qu'on nous a appelés, même les gens ils voulaient gratter un billet sur eux, j'ai donne 0 €. Les mecs, on ne fait pas de pub nous sur eux. Donc on ne va pas avoir une plus-value par rapport à leur présence, tu vois. Donc du coup... Et quand les gens, ils ont vu Timbaland, Justin Timberlake... Et c'était la grosse époque. Hein. Tu vois, la grosse époque ils venaient de sortir les... Ouais. Et là, ils ont dit non. Eux, on a gardé ce truc pendant longtemps. On n'était pas gourmands. On était juste bosseurs. On savait être... On faisait une fois par mois. On ne voulait pas trop déranger la ville. Et surtout, en plus, on les assassinait niveau portefeuille. C'est-à-dire qu'on faisait une fois dans le mois et c'était comme si c'était le 31 décembre chaque fois. C'était un rendez-vous à pas manquer. C'était un balai de grosses voitures. Voilà, et par rapport à l'artistique, c'est-à-dire que les gens, ils en avaient pour leur argent. Parce qu'il y avait, par exemple, il pouvait y avoir des gens sur des échasses, des cracheurs de feu, des machins, tu vois, laisse tomber. De toute façon, il suffit d'aller sur YouTube et taper soirée. Ouais, c'est vrai, il y a des vidéos. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me. Ouais, personne n'avait fait ça en France. C'était quelque chose. Les gens, depuis dehors, ils voyaient des cracheurs de feu, des animaux. Tu vois, des gens sous des échasses, avec les masques comme si c'était à Venise. Enfin, c'était incroyable. Après, on était sollicités partout. On avait des sponsors, des montres de luxe qui venaient. On arrivait à offrir à tous nos gros clients, enfin, nos stars qui venaient, on leur offrait des montres d'une valeur d'une certaine somme. Eux-mêmes, ils étaient choqués. Grave. Ils étaient choqués. Et c'était... même les alcooliers. Exactement. Tout le monde nous suivait. On est sponsorisé par Coca, sponsorisé par machin. Au bureau, il y avait des murs de Coca, frère. Des murs de vodka, des murs de tagère. C'était vraiment... Ils ne donnaient pas d'oseille. En France, ils n'ont pas la... Pas comme le K54 où Jordan, il donne de l'argent. Mais en dotation, ils nous mettaient bien. Tu te rappelles même... les casquettes, là, comment ils s'appelaient à l'époque, là? Ed Hardy. Christian Odigier qui est mort, là. Tu veux dire, laisse tomber. Ils nous ont sponsorisé, des machins, des montres des suisses, cartes, laisse tomber. J'ai oublié. Non, on a eu beaucoup. C'était vraiment une période, quoi. Ça, c'est des choses acquises et on ne pourra jamais vous les retirer. Maintenant, c'est quoi les projets en cours et les projets à venir? Ben moi, comme je dis toujours, hein, moi, je fais mes projets en silence. Le succès se chargera de faire le bruit, pour moi, tu vois. Donc en réalité, je fais plein de trucs, tu vois. Je me remets notamment dans la musique, tu vois, genre je suis sur un gros projet. Je vais mettre à faire des soirées aussi, tu vois. Voilà, mais en gros, je suis très actif. On en entendra parler. Bien sûr, parce que moi, je sais pas faire doucement. Tu vois, c'est un truc, je sais pas faire ça. Moi, j'ai tendance plutôt à dire que je suis plus vers la fin que le début. Mais à chaque fois que je me dis ça... Oui, jeune parce encore, que de quoi tu parles? je suis jeune encore, un jeune vieux. Un jeune vieux, mais c'est comme un joueur qui a signé pro à 16 ans. Quand il arrive à 32 ans, il se sent vieux. Mais que le challenge le nourrit, en fait. En fait, moi, c'est ça. C'est comme un vieux boxeur qui va raccrocher, mais il y a toujours quelqu'un qui veut le terrasser. Et on aime le défi, en fait. On aime le défi. Après, nous, cette époque-là, tout ça, tout le monde a arrêté. C'est moi qui ai arrêté le premier. Mathéo aussi l'a arrêté. C'était une équipe. Donc, quand tu enlèves un élément, le truc, il est bancal. C'était pas bon. C'était pas bon. Donc, tout le monde a arrêté. Et j'ai récolté le fruit de tout ce travail. J'ai continué. J'ai continué tout seul jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait... plus de 10 ans maintenant. On a roulé ensemble pendant 6 ans. Après, j'ai roulé tout seul. Mais tout seul, mais les frères étaient toujours en back-office. C'est-à-dire quand j'avais besoin de quelque chose, Matt, il me faut telle personne ou telle personne. OK, même s'il était aux États-Unis ou il va passer 2-3 coups de fil, OK, c'est bon. Bon, Steve était là avec moi parce qu'il était parti après sur un autre projet, il m'a appelé. Après, c'est là où vraiment le nom Edmond Lemaire a commencé à éclore et qu'on en a fait un produit marketable. Ok. Là, on a retracé une petite partie de votre parcours
la partie visible de l'iceberg, si j'ai bien compris. Et à travers ça, on a pu déceler pas mal d'éléments, mais j'ai envie que vous, de vive voix, vous me dites les clés de la réussite, c'est quoi pour réussir? Bah, en gros, déjà, faut rêver. Tu vois, faut avoir des ambitions. Il y a Oscar Wilde qui a dit comme ça, vise toujours la lune, parce qu'en cas d'échec, tu atterriras au moins dans les étoiles. Tu comprends, je veux dire? C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils rêvent pas, ils ont des petites ambitions. C'est-à-dire que si ton rêve, c'est d'être caissière à Auchan, eh ben, tu ne seras même pas caissière à Auchan, en fait. Parce que ça se trouve, ton rêve, tu ne l'atteindras pas. Tu captes? Vu qu'un rêve, c'est un rêve. Donc, il faut rêver grand. Ça, c'est la première chose, je pense. Deuxième chose, c'est se donner le moyen de. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont là, par exemple, c'est beaucoup, bon, sans stigmatiser les gens, puisque moi-même, je suis issu de là, mais tu vois, dans les gens de quartier et tout ça, ils sont en train de refaire le monde avec un joint et une bouteille de Sky. Et bah, dès que la fonce d'elle est partie, bah, ils se réveillent à midi et ils recommencent le lendemain. C'est vrai que le premier step là, d'actionner, tu vois, ils le font pas et ils le font jamais. Tu vois, il faut rêver et se donner les moyens de ses ambitions. Moi, je pense que c'est ça la clé après le travail. C'est trois choses. Tu rêves, tu démarres et tu travailles. Parce que tout commence par un premier pas. Tu vois, toutes les courses que tu ailles de ici à la gare, ou de ici à l'aéroport, ou de ici à escalader l'Everest, tout va commencer par le premier pas que tu fais. Tu vois? Donc, voilà. Moi, pour moi, c'est les trois choses. Il n'y a pas de secret. Tu rêves, c'est-à-dire que tu imagines ce que tu as envie de faire. Donc, tu vises ton but. Tu te donnes les moyens d'y arriver. En travaillant. Parce que il n'y a pas de secret. C'est le travail. Tu vois? Même nous, tu sais, c'est un milieu funky, les soirées. Franchement, tu vois, l'âge qu'on a, on ne fait pas nos âges parce qu'on a une vie cool. Tu vois, je veux dire, on n'est pas à l'usine, tu vois, porter des brouettes, porter des sacs de ciment. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, voilà, on me donne jamais mon âge parce que je fais pas mon âge. Et encore, je laisse ma barbe blanche depuis qu'elle est blanche pour faire un peu plus monsieur, tu vois? Parce que quand je rase ma barbe, mais on me donne jamais mon âge. Tu vois? T'as vu, mon fils, il me dépasse en taille. Moi, je suis un monsieur, moi, tu vois, je veux dire. Et du coup, voilà. Mais le travail, c'est la clé. C'est-à-dire que même si c'est dans un domaine funky, tu vois, parce qu'il y a plein de gens, ils pensent que les soirées, c'est facile. Parce que c'est de la fête, c'est de l'amusement. Parce que eux, en tant que clients, ils viennent pour s'amuser. Ouais. Mais ils ne se rendent pas compte que le travail qu'il y a avant... Ouais, ils voient que le résultat. Voilà, ils voient que le résultat. Ils se rendent pas compte... Le résultat positif. Exactement. C'est ça qui... Tu vois, ils ne voient pas le travail qu'il faut avant et le travail qu'il faut après. Oui. Parce qu'en vérité, quand toi, t'organises, tu pars le dernier. Tu pars même après la sécurité. Tu pars après tout le monde. Mais tu arrives avant tout le monde. Et tu arrives avant tout le monde. Les gens ils disent non, vous avez des métiers tranquilles, fun. Je dis non, parce que vous ne pouvez pas savoir le stress, les préparatifs. Un gâteau, tu manges, tu dis c'est bon. Mais tu ne sais pas comment il a galéré, le pâtissier, pour faire un gâteau comme ça. Déjà, il est levé depuis 3 h du matin. Tu vois ce que je veux te dire? Hein? Nous, on connaît un gars, on a un gars, nous, force à toi, c'est-à-dire un pâtissier, un bon pâtissier. Il se lève à 3 h du matin tous les jours. 3 h du matin tous les jours. Mais il te sort un résultat incroyable. Après, la réussite, pour moi, dans la vie, il y a les acteurs et les figurants, les passifs et les actifs. Il faut que tu choisisses ton camp. À partir de ce moment-là, ce n'est plus les mêmes tâches. Chaque côté, il y a des tâches qui sont incombes. Tu veux faire partie des actifs? Il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. T'es passif, dors, réveille-toi, cool, allume ta télé, attends que le temps passe. C'est aussi simple. Attends que le poulet tombe tout cuit dans ta bouche. Voilà. Et c'est un truc qui n'arrive jamais. S'il doit venir. Mais il arrive pas. Est-ce que tu comprends? Tout cuit. Mais aujourd'hui, chaque réussite a sa saveur, son chemin. C'est comment on appelle ça? Ces côtés obscurs, comme ces côtés de... Tu vois, moi, je suis né à Pikine, au Sénégal. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, c'est le ghetto. C'était pas gagné. D'avance, en tout cas. T'es passé à Pikine, t'as vu? J'étais à un milieu de savoir qu'un jour, j'allais atterrir en France. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu as eu cette chance
tu sais ce que tu veux dans ta vie. Et tu sais exploiter après un truc. Et il y a beaucoup aussi l'éducation. L'éducation joue beaucoup. Joue beaucoup, beaucoup sur la réussite. Parce que quand, depuis ton enfance, on t'apprend à être un gagnant, tu as été un gagnant dans ta vie. C'est une jolie phrase. On arrive sur la fin de cette interview et avec beaucoup de respect et d'humilité, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Une longue vie. Ouais, longue vie et longévité. Exactement. Non, mais Parce fait, nous, on aime ce qu'on fait. et surtout, on est des valeureux travailleurs. Donc, c'est juste la vie qui fait que tu vas continuer à travailler. Et la santé, tu vois. Parce que tu peux avoir une longue vie et être malade, attention. Longévité. Tu vois. Et on aime transmettre aussi ce savoir-faire. Il se perd de plus en plus, je trouve, parce que les gens mettent beaucoup moins de cœur, d'abnégation, de travail par rapport à ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, quand tu regardes, nous, il y a 10 ans, il y a 12 ans en arrière, ce melting pot qu'on arrivait à faire, aujourd'hui, j'ai du mal Non, ça se fait plus. à voir dans les soirées Mais ça se fait plus. parisiennes. Par exemple, Paris a été déserté la nuit pour moi. Avant, tu entendais des soirées, même le VIP Room, c'était quand même quelque chose. Tu avais les États-Unis, l'Europe qui était là, à Paris. Maintenant, tu vois les soirées, j'ai l'impression que les gens, ils fuient pour aller à l'étranger. Bon, après moi, depuis 2016, je suis parti au Maroc. Mais refaire ce que je faisais il y a 12 ans, 13 ans. Ok. En off, je vous disais, je vous parlais d'une citation d'un événement auquel je participe, Mathéos, qui est le Quai 54, qui est Bring your game, not your name. Ramène ton jeu et pas ton nom. Aujourd'hui, vous avez un nom. Moi, je vous ai rencontré pour la première fois, donc Mathéos et Edmond, je ne l'oublierai pas. C'était une super interview. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Merci pour Billion Keys. Merci à vous et à toutes les personnes qui regardent cette émission. N'hésitez pas à en parler autour de vous, faire de la pub aussi pour les frères qui sont là. Ils commencent, mais ça a de l'avenir. Et comme vous dites, hein, la réussite, ça y est, vous savez c'est quoi maintenant. Ouais, c'est ça. Le travail. Bonne chance à vous. Eh ben, merci beaucoup les gars.